Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Le podcast va sortir donc le vendredi 14 mars, et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle une lune de sang. La lune, c'est le satellite du soleil. It's the moon in English. La lune de sang, ça veut dire que on a pu voir la lune complètement rouge, entre orange et rouge. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre pays? Et si oui, est-ce que vous savez à quoi ça correspond? En fait, la lune rouge, ou la lune de sang, c'est une éclipse de lune, une éclipse totale de lune. Alors, je vais vous expliquer. Donc, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, et la Lune tourne autour de la Terre. En fait, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, dans ce sens-là, donc en fait, la lumière du Soleil est cachée par la Terre. Donc la Lune n'est plus éclairée par le Soleil. Donc normalement, on ne devrait plus la voir. Sauf que la lumière passe quand même dans l'atmosphère. Et donc, on voit la Lune, qui est normalement blanche-grise à peu près, eh bien on voit la Lune de couleur orange, à cause de cette lumière qui est déformée par l'atmosphère terrestre. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu compliqué à expliquer en français. En tout cas, ça s'appelle une éclipse totale de Lune. Quand vous avez une éclipse totale de Soleil, c'est que la Lune va se placer directement dans l'axe entre le Soleil et la Terre. Donc à ce moment-là, on ne verra plus le Soleil. Ça, c'est une éclipse de Soleil. Et une éclipse de Lune, c'est la Terre qui cache la lumière du Soleil à la Lune. Et cette lune de sang, ou cette lune rouge, on l'a vue surtout en France, en Bretagne, et ici un petit peu au bord de l'Atlantique, là où je suis, dans le sud-ouest. Mais apparemment, elle était surtout visible aux États-Unis et en Amérique du Sud. Parce que forcément, selon comment vous vous placez sur la Terre, que vous soyez à Paris, à New York ou à Tokyo, c'est pas la même exposition. Vous ne verrez pas la même chose. Mais cette nuit, il y avait aussi possibilité de voir cette lune de sang sur un site internet, sur le site d'un télescope qui permettait de suivre cet événement. Un télescope, c'est l'appareil dont on se sert pour regarder les étoiles. Vous avez des télescopes qu'on peut utiliser à la maison, qui sont des petits télescopes, et vous avez des télescopes professionnels que les États construisent, et à ce moment-là, vous pouvez voir des étoiles et des étoiles à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Ça s'appelle l'étude des astres. C'est l'astronomie. Voilà, c'était ma petite introduction. J'ai pensé que c'était bien de vous parler de ça, parce que ça a eu lieu juste cette nuit, la nuit dernière. Et comme promis, donc chose promise, chose due, l'astuce de français du jour, ça va être le complément d'objet indirect. Donc, si vous n'avez pas écouté le podcast d'hier, je vous invite à l'écouter avant d'écouter celui-ci. Hier, on a étudié le complément d'objet direct. Donc aujourd'hui, on va étudier le complément d'objet indirect. Donc ce complément, c'est un complément du verbe dans la phrase. Et il subit l'action de façon indirecte. Le complément d'objet indirect, on va l'appeler COI maintenant, il est introduit par une préposition, contrairement au COD.
la préposition, ça peut être à accent grave, ça peut être de, ou dans, ou par, ou sur parfois. Il y en a quelques-unes comme ça. Et donc pour savoir si c'est bien un COI, on va poser la question à qui ou à quoi, de qui, de quoi, ou pour qui, pourquoi. Ça peut être contre qui, contre quoi, mais dans la majorité des cas, c'est à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc ce COI, ça peut être un mot ou un groupe de mots. Je vous donne des exemples. Dans la phrase « Je parle à Adrien », on peut se poser la question « Je parle à qui ?» La réponse « à Adrien ». Donc, à Adrien, dans la phrase, c'est le COI. Un autre exemple, cette voiture est à moi. Ça veut dire cette voiture m'appartient. Cette voiture est à moi. Cette voiture est à qui? La réponse c'est à moi. Donc à moi, c'est le COI. Dans la phrase, le COI, comme le COD d'hier d'ailleurs, il est très souvent après le verbe. Dans la phrase « Je parle à Adrien », parle c'est le verbe et à Adrien c'est le COI. Le COI est après le verbe. Mais comme le COD, il peut être avant si c'est un pronom. Je vous donne des exemples. Tu as parlé à Adrien? Oui, je lui ai parlé. Donc, dans la première phrase, dans la question, le COI c'est à Adrien. Et dans la réponse, oui, je lui ai parlé, j'ai parlé à qui? À lui. Et à lui, ça renvoie à Adrien. Donc ici, le COI, c'est lui. Je lui ai parlé. J'espère que vous comprenez l'usage du COD et du COI. Je sais que ce n'est pas des notions qui sont faciles à comprendre, mais ça vous servira dans l'apprentissage du français. Demain, on va parler des emplois, des divers emplois du présent. On n'a pas encore parlé de tout ça. Évidemment, il y a énormément de règles en français dont on n'a pas encore parlé, mais on verra ça au fil des jours dans les podcasts suivants. L'expression du jour, c'est parler à un mur. Parler à un mur. Mot par mot, comme d'habitude, on va étudier tout ça. Alors, parler, c'est un verbe du premier groupe, car il se finit en ER. Là, en ce moment, je suis en train de parler. Je parle français. Je sais parler français. Donc parler, c'est ça. C'est l'action d'exprimer un langage avec sa bouche. I can speak English too. And también puedo hablar un poquito español y Nihongo hanasemasu. Là, j'ai parlé anglais, espagnol et japonais. Parler, c'est ça. C'est le premier sens du verbe parler. Mais on peut aussi utiliser parler pour des personnes qui sont sourdes ou muettes. Alors, quelqu'un de muet, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler, qui n'a pas l'usage de la parole. Et donc, pour se faire comprendre, il va utiliser le langage des signes. Il va utiliser ses mains avec différents signes pour se faire comprendre. Et les personnes sourdes, c'est pareil. Quelqu'un qui est sourd, c'est une personne qui n'entend pas. Le son n'arrive pas aux oreilles, n'arrive pas au cerveau. Donc,
Je vais vous parler en 2 mots des différents handicaps au niveau des 5 sens. Quelqu'un qui est muet, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Quelqu'un qui est sourd, c'est quelqu'un qui n'entend pas. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, qui n'a plus ses yeux pour voir. Après, vous avez un problème aussi de... comment dire? Ça s'appelle d'olfaction, c'est de sentir les odeurs. Et ça s'appelle... je ne sais plus, l'anosmie, je crois. Bon, ça n'a pas d'importance, ça c'est pas important. Et après, vous avez le goût. Quelqu'un qui n'a plus de goût, ça s'appelle l'agueusie. Ça non plus, ne le retenez pas, c'est pas important. Par exemple, pendant le Covid-19, pendant la pandémie de coronavirus, moi j'ai eu le Covid 2 fois, et 2 fois, j'ai perdu le goût. Les aliments n'avaient plus aucun goût. Mais les 3 handicaps les plus contraignants au niveau des sens, évidemment, ce sont les yeux, avec le fait d'être aveugle, la parole, la bouche, avec le fait d'être muet, et les oreilles, avec le fait d'être sourd. Donc pour les personnes sourdes et muettes, on parle avec les mains, avec la langue des signes. Et on dit, cette personne parle avec les mains. Alors qu'elle n'utilise pas sa bouche, elle utilise ses mains. On peut aussi utiliser le mot parler, donc le verbe parler, dans une expression qui sert à exprimer un doute sur quelque chose. Et c'est du langage plutôt familier. Cette expression, c'est « tu parles »,« tu parles ». Je vous donne un exemple. J'ai trouvé une citation de Patrick Sébastien. Qui- je me marre, parce que comment je vais vous décrire Patrick Sébastien? Patrick Sébastien, c'est, on va dire, un humoriste, présentateur télé, écrivain un peu, français, qui est connu pour ses phrases un peu grossières ou pour ses chansons un peu, comment dire, où il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Je sais pas si vous connaissez cet air. Eh bien ça, c'est du Patrick Sébastien. Le petit bonhomme en mousse. Bref, on s'en fiche. Donc la phrase que je vais piquer à Patrick Sébastien, c'est James Bond 007, tu parles d'un agent secret, tout le monde le connaît. Je vous la répète. James Bond 007, tu parles d'un agent secret, tout le monde le connaît. Dans cette phrase, il y a le verbe parler qui est conjugué avec tu parles. Tu parles d'un agent secret. Cette phrase, elle veut dire James Bond, un agent secret? Mais c'est impossible, parce que tout le monde le connaît, tout le monde sait qui c'est. Donc il ne peut pas être un agent secret. Ici, l'utilisation de tu parles, c'est pour exprimer un doute sur le fait que James Bond soit un vrai agent secret. Tu parles d'un agent secret. Ça, c'est une autre utilisation du verbe parler. On revient donc à l'expression parler à un mur. A, c'est A accent grave. Et c'est une préposition comme dans l'exemple avec le COI dont on a parlé plus en avant. A avec accent, donc A accent grave, en général, il va introduire un complément de quelque chose. Ça peut être un lieu, en disant par exemple « j'habite à Versailles » ou un complément de temps. Je serai là à 10 heures. Et ça peut être aussi un complément d'action, un complément de nom,
un complément de moyen, etc., etc. C'est un mot qui est très souvent utilisé en français, à ne pas confondre, comme je vous l'ai déjà dit, avec a sans accent, qui est le verbe avoir conjugué. Et les deux derniers mots de l'expression, un et mur, un mur, on a déjà parlé de mur dans le podcast numéro 36, qui est Les murs ont des oreilles. Un mur, c'est une construction verticale. Alors verticale, ça veut dire de bas en haut. Et horizontale, ça veut dire à plat. Donc verticale, de bas en haut ou de haut en bas. Et horizontale, c'est dans l'autre sens, c'est à plat. Quand vous êtes debout, vous vous tenez à la verticale. Quand vous êtes allongé, vous êtes à l'horizontale. Donc un mur, pour revenir à l'expression, c'est donc une construction, en général verticale, qui peut être en différentes matières, qui peut être en bois, qui peut être en terre, en pierre, en branche par exemple aussi, et qui sert à délimiter un espace. Dans votre jardin, si vous voulez délimiter votre potager, vous pouvez construire un petit mur, on dit un muret, avec des branches tout autour. Ce sera comme une clôture. Dans une maison, vous construisez un mur en pierre en général ou en parpaing, en béton, pour construire votre maison. Et donc, avec tout ça, on a vu tous les mots de l'expression parler à un mur. Mais on n'a pas parlé de ce que ça voulait dire. Parler à un mur, ça veut dire que vous parlez à quelqu'un qui n'en a rien à faire de ce que vous dites, qui ne réagit pas, qui ne répond pas. Comme si vous parliez justement à un mur. Imaginez, vous êtes devant un mur et vous parlez à ce mur. Le mur, évidemment, il n'a pas de bouche, il n'a pas de cerveau, donc il ne va pas répondre. Eh bien, parler à un mur, ça veut dire parler à quelqu'un qui ne répond pas. Ça peut être aussi que vous avez dit plusieurs fois à quelqu'un de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, et la personne répète quand même les mêmes erreurs et va quand même faire ceci ou cela. Là, vous parlez à un mur. Je vous donne des exemples. Le premier exemple auquel je peux penser, c'est dans une dispute de couple. Entre deux personnes, on va dire un homme et une femme, et bien souvent, c'est l'homme qui ne parle plus, qui décide de couper la communication. Alors, il ne va plus rien dire, et il va juste écouter sa conjointe. Elle pourra alors dire « J'ai vraiment l'impression de parler à un mur ». Alors, j'ai parlé un peu plus vite, comme si c'était une conversation de couple. J'ai vraiment l'impression de parler à un mur. Parce que la femme parlera à son conjoint, mais lui ne répondra pas. Autre exemple assez parlant, vous êtes chez vous et votre fils de 13 ans est dans sa chambre. Votre adolescent est dans sa chambre. Vous lui avez dit déjà de ranger sa chambre. De ranger sa chambre, vous lui avez dit une fois, 2 fois, 3 fois, et il ne fait rien. Il ne bouge pas. À un moment, vous vous énervez et vous pourrez dire « Oh, t'as pas l'impression que je te parle ? T'es pas un mur à ce que je sache. » Alors je vous répète plus doucement. « Oh, t'as pas l'impression que je te parle ? T'es pas un mur à ce que je sache. » Ici, j'ai volontairement dissocié parler de un mur. Dans la question, la femme ou l'homme dit à son fils « Tu n'as pas l'impression que je te parle ?» Ça veut dire « Je suis en train de te parler. » Et la suite, « T'es pas un mur à ce que je sache ?» Ça veut dire
tu n'es pas un mur. Donc, si tu n'es pas un mur, réponds-moi. Ici, vous comparez votre adolescent à un mur, car il ne vous écoute pas et n'en fait qu'à sa tête. Donc, vous avez compris, parler à un mur, ça veut dire parler dans le vide. Parler sans quelqu'un qui va réceptionner ce que vous dites. C'est aussi ne pas être écouté, ne pas être entendu. En anglais, on dirait to be talking to a brick wall. C'est parler à un mur en brique, c'est la même chose. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté. 相変わらず質問があれば、メッセージを送ってください。Instagram とか、Patreon とか、YouTube とか、Elotalk に、質問をしてください。ありがとうございました。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego. Mata ne.